Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Viscock. Bonjour Tristan. Bonjour Roland, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et alors ensemble, on va parler d'un thème qui concerne toutes les directions commerciales du monde, comment on arrive à vendre ce qui n'a pas de prix. Vendre ce qui n'a pas de prix, c'est vendre, ça peut être interprété comme vendre quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur ou comme quelque chose qui a énormément de valeur. Et c'est toutes ces facettes qu'on va explorer ensemble. Tristan, avant ça, vous êtes tous formidables, hein. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus de 150 inscrits, malgré l'été, malgré la chaleur, malgré le soleil des tropiques. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Grégoire de Villeplay de chez ALD Automotive qui nous a parlé des rituels managériaux, comment optimiser les quatre grands rituels managériaux d'accompagnement hebdomadaire, de recadrage, de réunion d'équipe, d'accompagnement clientèle. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur toutes vos chaînes de podcast ou sur notre chaîne YouTube si vous l'avez manqué. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme de coaching commercial. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, dans des industries très variées, pour aider les directions commerciales à accélérer leur transformation et l'adoption du digital. Voilà, donc le grand témoin du jour, c'est Tristan Viscock. Est-ce que, Amaury, tu peux nous faire le portrait de Tristan, qu'on apprenne à mieux le connaître? Oui, bien sûr, Roland. Alors, Tristan Viscock, vous êtes de ces hommes qui ont plusieurs vies. Tantôt financier, tantôt entrepreneur, puis finalement artiste. Vous avez construit votre expertise de vente dans plusieurs secteurs. Suite à des études de droit des affaires à Assas et un diplôme en création d'entreprise, vous rejoignez l'aventure Carmignac en 1997, dont vous êtes l'un des premiers associés. Pendant 7 ans, vous êtes responsable du département gestion de fortune et vous faites vos armes afin d'affronter le monde de la finance. Et d'ailleurs, en 2004, vous fondez TVK Finance dans la gestion d'actifs. Et dans le même temps, vous devenez un business angel accompli en investissant dans plus d'une dizaine de startups. Tout va pour le mieux pour vous, mais en 2011, votre vie bascule à cause d'un bruit. Un acouphène virulent qui vous pousse à trouver un palliatif. Et ce palliatif, c'est courir. Pendant 2 ans, vous courez à en perdre la raison et même presque la vie. C'est sur l'ultra trail du Mont Blanc que vous atteignez vos limites et cela vous change à jamais. Pour vous remettre, vous vous mettez à peindre sans cesse. Ainsi commence une carrière d'artiste et de galeriste, mais également de coach professionnel. Vous êtes aujourd'hui reconnu par les plus grands galeristes, les plus grands collectionneurs, et vous avez coaché de nombreux chefs d'entreprise. Ce parcours romanesque a fait de vous une personnalité hors du commun, à la croisée de plusieurs chemins, et vous êtes passé maître dans l'art de vendre, ce qui n'a pas de prix. Tristan Viscock, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Flatté, flatteur. Une vie romanesque, une vie romanesque. On rêve tous d'avoir une vie romanesque. Et Tristan, toi, tu l'as eu, cette vie romanesque. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur ton expérience de l'UTMB, hein, l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une épreuve incroyable, hein, hors du commun. Je ne sais pas combien, 11 000 mètres de dénivelé. Euh, 170 Qu'est-ce qui t'a km. amené à te lancer dans cette aventure et surtout, comment est-ce que l'UTMB t'a transformé? Alors l'UTMB ou la Diagonale des Fous à La Réunion, qui a été la première étape. En fait, j'avais monté donc TVK Finance, comme d'abord il avait dit, en 2004. En 2011, j'ai eu un acouphène virulent, une sirène hurlante dans l'oreille, qui a complètement bouleversé ma vie. Donc j'ai pris la décision de vendre ma boîte et je me suis aperçu assez rapidement que le bruit disparaissait quand je courais. Donc Run Forest. Et comme je suis originaire de La Réunion, la première chose que j'ai souhaité faire, alors que j'avais jamais couru un marathon, c'était de me lancer dans la Diagonale des Fous. Donc belle expérience parce que oui, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé, mais surtout sur un territoire connu. Et ça a été, je crois, avec la naissance de mes enfants, l'une de mes plus belles expériences. Et tout ça Et pendant il a deux fallu ans. combien de temps d'entraînement pour arriver? Parce que ne serait-ce que finir la diagonale du fou, c'est juste un exploit incroyable. Assez peu d'expérience de la course. Combien de temps il a fallu d'entraînement pour arriver à cet exploit?
Alors 9 mois, 1er janvier, je crois que ouais, le départ 17 octobre, 1er janvier 2013, 17 octobre, et un peu moins de 9 mois, et surtout développer le mental, parce qu'en fait, c'est vraiment voir la ligne d'arrivée. On parle aujourd'hui à des managers et à beaucoup de personnes qui sont liées au commercial, mais c'est l'objectif, l'objectif, l'objectif. Et je le vois par exemple dans les gens que j'accompagne en coaching, que ce soit des directeurs commerciaux, des personnes de la télévision, des chefs d'orchestre ou beaucoup de start-upers. C'est vraiment avant tout se fixer un objectif. Même chose dans l'art, hein. Si à un moment on veut émerger, il faut souvent avoir un objectif bien précis, smart comme on dit, mesurable, atteignable et dans un temps donné. Et donc finalement l'Ultra Trail a été une formidable expérience en fait. J'ai beaucoup appris sur moi, beaucoup appris aussi parce on avait fait des entraînements à deux, finalement sur l'échange, sur le lien qui peut se créer pour finalement arriver à passer outre tous les problèmes qu'on peut rencontrer pendant une course de ce type. Mais un vrai plaisir. Et ça pendant 2 ans. Et en 2015, UTMB. Et là, pour le compte tout seul, parce que la diagonale, j'avais fait avec un copain. Et là, UTMB tout seul. Je termine. Mais 5 jours après, enfin, je rentre à Paris et je me retrouve en urgence vitale à la Pitié-Salpêtrière. J'ai détruit mes muscles pendant la course, qu'on a fait une rhabdomyolyse. Et pendant 7 jours, ça a eu du mal à repartir. Je fais une expérience de mort imminente. Alors, moi, j'appelle ça expérience de mort imminente, mais ça peut être une nuit de feu, comme le décrivait Pascal ou Eric Emmanuel Schmitt dans un excellent bouquin. Exactement. Le lendemain, je sens que tout repart, alors qu'on me prédisait greffe de rein, peut-être dialyse. Et ça a changé fondamentalement ma vie. C'est-à-dire qu'en sortant de l'hosto, je me suis aperçu que je peignais pratiquement en état de conscience modifié. Donc là, je me suis dit, j'ai peut-être trouvé une porte de sortie. J'avais vendu ma boîte et il fallait que je trouve quelque chose qui puisse, avec beaucoup de sens, accompagner ma vie future en fait. Alors là, j'imagine que dans ce moment-là, on s'aperçoit que la vie n'a pas de prix, hein. Si on retombe maintenant dans du concret et dans ta vie précédente, hein, chez Carmignac, et ensuite dans ton fonds de gestion d'actifs, comment est-ce que cette création de valeur, quel était ton rapport à cette création de valeur et comment tu as abordé ces périodes de construction personnelle finalement, avec une réussite professionnelle incroyable. Finalement, quelles sont les valeurs que tu as progressivement structurées qui t'ont amené finalement à te lancer ensuite dans cette aventure? Et puis ensuite, est-ce qu'on peut rebondir sur la création de valeur en soi? Comment est-ce qu'on sort de cette expérience et on retrouve le sens d'un objectif, d'une création de valeur, alors que tu n'as plus besoin forcément d'aller chercher des nouveaux défis. Voilà, comment est-ce qu'on se reconstruit et où est-ce qu'on va chercher de la valeur? Et puis ensuite, on essaiera de rentrer un peu plus précisément dans le sujet d'aujourd'hui. Alors la création de valeur, moi, elle a toujours été importante depuis le début de Carmignac. Au tout début, en fait, j'ai choisi la finance. J'ai eu un parcours, même chose. J'ai fait des études de droit, mais je préférais la finance, donc j'ai fait un master, comme on les appelle maintenant, en finance. Et j'ai eu la chance de rencontrer Édouard Carmignac, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et la valeur pour moi, c'était finalement, les marchés financiers, c'était d'être toujours dans l'actualité, c'est-à-dire être en permanence en éveil. J'adore la géopolitique, c'est un moyen d'être lié à la géopolitique. J'adore l'économie, donc c'est un moyen d'être en lien avec l'économie. Et dans la mesure où moi, mon activité, c'était
gérer les actifs d'entreprises ou de personnes privées. L'idée, c'était à chaque fois de trouver où est-ce qu'on avait le plus de création de valeur par rapport aux besoins de ces personnes-là ou par rapport aux besoins des entreprises. Et on le voit aujourd'hui, quand on cherche à créer de la valeur et à trouver du sens dans ce qu'on fait, on voit de plus en plus, et moi c'est ce que j'essaye de faire maintenant entre l'art et la finance, c'est-à-dire que j'ai gardé finalement mes anciens clients, puisque c'est beaucoup de gens de la finance, et j'essaye par l'art, qui est finalement mon nouveau métier, puisque je suis artiste à plein, enfin pas à plein temps, puisque je partage mon temps entre justement le coaching et l'accompagnement, je parle plutôt de sparring partner, et mon temps passé à l'atelier. Et comme je dirais que j'ai un message à faire passer par ma peinture qui est autour des enjeux environnementaux, c'est pour ça que je peins beaucoup de montagnes, comme on peut le voir derrière, ou actuellement sur les forêts. L'idée, c'est vraiment de faire passer cet enjeu majeur, et on le voit tous les jours aujourd'hui, hein, on le constate, et ça s'accélère. C'est comment, dans la finance, il y avait une étude de Goldman Sachs qui était très intéressante, qui est sortie il y a quelques mois, qui disait que si 10 à 15% des actifs globaux gérés dans le monde étaient investis sur de la green tech ou dans des enjeux environnementaux, on pourrait, entre guillemets, sauver la planète et finalement changer le monde. Donc moi, aujourd'hui, la création de valeur, elle est finalement dans la continuité de ce que j'avais fait au niveau financier, mais aujourd'hui par un autre prisme, c'est-à-dire par l'art. Et l'art, finalement, est un excellent moyen de rentrer et de faire prendre conscience aux gens. Donc, on fait pas mal de séminaires à l'atelier, parce que j'ai la chance d'avoir un grand atelier à Avenue de la Grande Armée. Donc, l'intérêt, c'est de faire venir des équipes, de les sensibiliser, finalement, au beau, de les mettre dans un environnement. Moi, j'ai des environnements très... on est vraiment pris dans l'univers, que ce soit montagnard ou forestier quand il le faut. Et d'amener finalement à éveiller les consciences par l'art et par le pinceau à cette beauté qui nous entoure. Et je pense que plus on a conscience du beau, plus on le sauve en fait, et plus on le respecte. Voilà. Donc c'est la création de valeur, elle se fait à ce niveau-là. Donc on crée de la valeur finalement en respectant ses propres valeurs intimes. Tu as vécu une carrière de financier, tu as vécu une carrière d'artiste. Dans l'email qu'on a envoyé d'invitation, de présentation de cette masterclass, on avait pris l'exemple d'un tableau de Van Gogh de son vivant et des crypto-monnaies au début, hein, d'un Bitcoin il y a quelques années, qui n'ont pas de valeur intrinsèque. Quelle est la mécanique qui fait qu'on peut structurer de la valeur autour d'un actif qui n'en a pas au départ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est la première question qu'on se pose quand on est artiste. C'est-à-dire que la première fois où on se met, où on va faire une expo, c'est combien valent les œuvres que je vais vendre. Et comme au départ, j'étais pas représenté par une galerie, Il faut fixer un prix, il faut mettre une petite prix. étiquette en bas du tableau. Exactement. Est-ce que ça dépend des amis qu'on invite? Est-ce que ça dépend de la galerie qui expose? Est-ce que c'est toi qui prends une décision? Comment tu as pris cette décision? Non, j'ai pris une décision en me disant, voilà, 4 chiffres, ça sera bien, juste en dessous de 5 pour commencer. Alors au départ, donc j'avais mis mes premières œuvres. Moi, j'ai un format un peu standard qui est 1m95 sur 1m30 ou en vertical C'est ou en plutôt des grands horizontal. formats. C'est des grands formats. C'est à taille humaine, en fait. J'aime bien, comme je peins en état de conscience modifié, j'aime bien être dans l'œuvre, en fait. Donc, et comme je suis un peu en force avec le travail que je fais, parce que c'est vraiment un combat avec la toile, voilà, c'est des détails. Et donc, pour ces formats-là, je m'étais dit, 9000 pour commencer. Mais c'était donc il y a 4 ans, puisque ma première expo était en 2017. Et cette fixation de prix, quand j'en ai parlé aux gens autour de moi, ils m'ont dit, mais t'es fou, tu vendras jamais une toile. Et finalement, pratiquement tout est parti. Donc après, on se dit, bah oui, le prix aurait pu être, puisqu'on parle à des directeurs commerciaux, on aurait pu se dire, le prix est plus élevé, aurait pu être plus élevé, et ce serait peut-être parti autant. Moi, je pensais que c'était raisonnable par rapport au travail que j'avais fait. Mais c'est vrai que le pricing dans l'art est quelque chose de
très très complexe en fait. Il dépend, c'est pas un marché régulé, donc il dépend de ce que l'artiste est prêt à, de se départir d'une œuvre, et deux, de ce que l'acheteur est prêt à mettre en face par rapport à quelque chose. Alors au début, on avait mis immatériel, mais je pense qu'une œuvre d'art est matérielle, c'est une œuvre tangible. Mais donc le prix est vraiment lié à ce que la personne est prête à acheter aujourd'hui. Et quand on voit qu'un Van Gogh, il a vendu, je crois, 2 œuvres de son vivant, aujourd'hui on est entre, je crois que le maximum atteint par Van Gogh est de 140 ou 150 millions d'euros. Ouais, les iris bleus. Qu'est-ce qui à un moment fait que ce prix-là, et donc c'est extrêmement complexe. Alors Amaury parlait de, je suis pas galeriste, mais j'ai monté un site internet pour les collectionneurs à un moment pour représenter la scène française, et c'était très amusant parce qu'on a pu voir et je le vois aussi en tant qu'artiste, les différentes typologies de collectionneurs qui sont finalement les acheteurs de l'art. Il y a 5 grandes typologies en fait. Il y a l'acheteur compulsif, il y a l'amateur d'art, il y a l'acheteur professionnel, le marchand qui se dit je vais acheter pour revendre. Il y a les suiveurs, ce qui est très drôle parce que il y a beaucoup de collectionneurs qui, parce que vous avez acheté, achètent après. Et une dernière qui est vraiment l'achat spéculatif, enfin où on achète. Moi, il m'est arrivé de livrer des tableaux dans des lieux de stockage. Et Des port francs. Pas port franc, mais dans des lieux de stockage. Et donc, la valeur propre à un instant T, elle est extrêmement complexe. Et parce qu'elle est liée aussi, vous savez, sur la pyramide de Maslow, c'est vraiment le dernier pyramidion. Donc, on est vraiment sur, on n'est pas dans les besoins physiologiques, mais on est dans le besoin d'accomplissement. Donc, comment on s'accomplit finalement en achetant une œuvre d'art, et quel est finalement le prix qu'on est prêt à mettre pour cette œuvre. Donc, c'est assez intéressant. Même chose, on parle, et là je rebondis sur l'art, la vente dans l'art est quelque chose de totalement tabou. C'est-à-dire que les écoles d'art, moi je suis totalement autodidacte, donc je n'ai pas fait d'école d'art, mais ce que j'ai pu entendre en discutant avec d'autres artistes ou avec des profs des beaux-arts, la notion de vente est totalement oubliée dans les écoles d'art. Alors ça change peut-être un peu, parce que l'artiste vend son âme, parce que souvent les collectionneurs ne veulent pas être en direct avec les artistes. Alors pour moi, finalement, c'est un jeu. Dans la finance, c'était un jeu. Il y a finalement un plaisir dans la vente. Il y a ce côté chasseur, où on va identifier quelqu'un qui va être intéressé ou par des fonds, ou par une action, ou par une obligation, ou par finalement une œuvre d'art. Il y a l'échange, qui est totalement différent que celle qu'on peut avoir dans la finance au niveau art, puisqu'il y a finalement il y a tout le côté émotionnel qui est hyper important dans l'achat. Et il y a finalement au final cette notion de plaisir. Et ce qui est très amusant, c'est que dans la finance, on a souvent une frustration parce qu'on ne fait jamais assez bien ou jamais assez mieux. Quand on est à la baisse, on aurait pu perdre moins, et quand on est à la hausse, on aurait pu gagner plus. Donc, finalement, on a toujours des clients un peu insatisfaits. Malgré tous les services que vous pouvez apporter, malgré la création de valeur que vous pouvez avoir, la valeur ajoutée que vous pouvez avoir dans l'art. Et c'est là où c'est vraiment hyper intéressant, c'est que vous apportez du sens, de la joie. Là, je viens d'installer un tableau dans une société de finance, mais je voyais la banane et des dirigeants et des salariés, où vous apportez finalement quelque chose de plus. Voilà. Et donc, finalement, si on parle produit, c'est-à-dire une œuvre d'art ou une photo ou un tableau ou une sculpture, puisque ça reste quand même un produit tangible, avant tout, ce qui est important, c'est le bonheur qu'on apporte en fait, et le sens. Moi, j'ai installé ce tableau de montagne dans cette société de gestion.
j'espère que tous les jours, en le regardant, ils se diront, ben voilà, si je peux investir pour respecter cette montagne et qu'on évite, on sait qu'aujourd'hui c'est là où ça se réchauffe le plus vite, hein, quand on va je vais souvent en montagne et souvent dans la vallée de Chamonix et vous discutez avec les climatologues et les glaciologues et c'est là où ça se réchauffe le plus vite. Donc s'il y a un moment, il y a une conscience qui se fait par un regard, une vue, une inspiration, parce que cette expo sur les tableaux, ça s'appelait Inspire. Voilà, je pense que ça aura donné du sens. Et alors, est-ce qu'on peut maintenant essayer de faire un parallèle entre ta carrière de financier et puis maintenant ta nouvelle vie d'artiste et de coach pour analyser ensemble ce qui, dans chacun de tes métiers, t'a permis de créer de la valeur au-delà du service classique ou des commissions classiques. Voilà, qu'est-ce qui t'a permis très concrètement, tu vois, pour finalement aider nos auditeurs qui sont directeurs commerciaux de grands groupes, de PME, à se dire, bah voilà, comment est-ce que demain je peux créer de la valeur avec mes clients au-delà de ce que fait le marché et quels sont les trucs et astuces que tu peux partager de tes deux expériences? Alors, je vais commencer par la finance. Enfin, non, les deux, finalement. C'est le lien. Moi, je pense que ce qui est hyper important avant tout, c'est le lien qu'on crée. Moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc j'ai un lien naturel qui se fait avec les, ou les clients, ou les collectionneurs, ou les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler dans le domaine de la finance. Et je pense que c'est un lien de confiance, en fait, qui a été compliqué, parce que quand j'ai vendu ma boîte, j'avais l'impression de rompre ce lien de confiance. Ce sont des liens de confiance qui étaient établis depuis 17 ans. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup de ces clients qui sont restés des amis, qui sont devenus aussi des collectionneurs. Et donc, ce qui est vraiment très important, moi, au départ, c'est vraiment ce lien, connaître les gens, savoir ce qu'ils aiment, savoir finalement connaître leurs attentes. Donc, et ça, je le retrouve dans le coaching ou dans ce que je fais au niveau du sparring partner, c'est le questionnement, c'est d'être à l'écoute. C'est un point fondamental, à mon avis, dans l'acte de vente. C'est écouter et savoir ce que veulent les gens. Il y a beaucoup de vendeurs qui n'écoutent pas. Et au final, ils ont leur argument, ils ont leur argumentation, ils ont leur déroulé. Et finalement, la personne en face, si vous répondez pas à un besoin, il ne va jamais acheter. Ni un produit financier, ni une œuvre. Alors, encore une fois, je reviens sur l'œuvre d'art, qui est quand même, ou l'art en général, qui est quand même beaucoup plus complexe dans l'acte d'achat. Il y a des paramètres qu'on n'arrive pas à mesurer. Par exemple, dans l'émission de coaching, c'est beaucoup plus facile à vendre qu'un tableau. Alors d'abord parce que moi, je suis également peintre et vendeur. Donc il y a toujours un lien. D'abord, on a du mal parfois à vendre des œuvres. Moi, il m'est arrivé de ne pas vouloir De vendre. vouloir les garder? Un, de vouloir les garder, ou deux, de ne pas vouloir vendre à certaines personnes. Bon, c'est un choix, hein. Mais bon, après, ils pourront l'acquérir d'une autre façon, par une galerie, par un marchand, par une maison de vente. Mais il y a des œuvres, oui, que j'avais pas envie de vendre. Donc il y a un lien qui se fait, et c'est pour ça que souvent, beaucoup d'artistes ou beaucoup de galeries ne veulent pas que les artistes vendent en direct. Donc si on en revient à cette notion de qu'est-ce qu'il faut pour entre guillemets bien vendre, c'est à mon avis l'écoute. C'est connaître et appréhender les besoins des différents acteurs que l'on a. C'est pour moi le plus important. Est-ce que tu crées des œuvres sur commande? Oui. Parce que tu parles d'écoute, donc quand on dit écoute, on se dit personnalisation du service, personnalisation de la prestation, et dans l'art, la prestation, c'est ton œuvre? Oui.
Tout à fait. Là, par exemple, je viens de réaliser un des plus grands formats que j'ai réalisé en 5 ans là, pour un chalet, une montagne emblématique des Trois-Vallées, donc la Dent du Burgin, et que j'ai peint pour une commande. Et ça m'arrive assez souvent. Et là, oui, ça répond à un besoin. À une attente forte du collectionneur d'avoir. J'en ai eu un autre, là, il avait une très belle propriété dans la région parisienne. Il avait un magnifique cèdre. Et donc, j'ai peint son cèdre. Il est dans l'expo actuellement. Et après l'expo, il partira chez ce collectionneur. Voilà, donc c'est des demandes variées, mais sur commande, oui, ça fonctionne très bien. Et la même chose. Alors moi, sur le prix, autant je pouvais négocier dans la finance, autant dans l'art, je ne négocie pas. C'est-à-dire que j'ai un prix fixe et je pars du principe que Soit ça plaît, soit ça plaît pas. soit ça plaît pas. Il m'est arrivé de donner, ou pour des assos, ou pour le PGHM à Chamonix, pour les pompiers de Paris, donc de donner des œuvres. Mais en revanche, le prix, j'ai pas de notion de négociation, parce que je veux pas rentrer dans cette notion de négo. Et il m'est arrivé de donner à quelqu'un qui n'avait pas les moyens d'acheter, mais dont je sentais que c'était quelque chose de viscéral, enfin, qui vibrait avec l'œuvre. Mais je préfère donner que baisser le prix. D'abord par respect pour les autres collectionneurs, parce que si ça venait à savoir, je trouve que c'est jamais très bon. Et il y a une autre chose, c'est que pour l'instant, j'ai pas de galerie, parce que pour l'instant, ça a très très bien marché au niveau pays francophone en direct. Là, je cherche une galerie pour aller à l'international. D'ailleurs, si vous m'écoutez. Et même chose, il faut avoir un respect au niveau du prix. Il y a beaucoup d'artistes qui vendent à l'atelier moins cher qu'en galerie. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un alignement au niveau des prix, que ce soit sur les plateformes, puisqu'aujourd'hui, l'art, c'est vraiment digitalisé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ventes d'art qui se font sur des plateformes, type Artsy, Artspur et compagnie. Mais si vous n'avez pas le même prix, c'est pas logique. Donc là aussi, il faut avoir une certaine cohérence là-dessus. Tu parles d'écoute, tu parles de confiance. Si on retourne dans le monde de la finance, quels sont les leviers complémentaires au-delà de cette relation très particulière que tu crées avec tes clients? Est-ce qu'il y a des leviers plus techniques, on va dire, de création de création de valeur supplémentaire, en plus de ce lien de confiance long terme que tu crées? Dans la finance, nous, on avait de bons outils CRM qui sont hyper importants finalement que j'utilise aujourd'hui aussi dans l'art, parce que je pense que c'est des outils qui sont essentiels, que ça soit pour prospecter, que ça soit pour moi, j'ai toujours beaucoup d'informations sur les gens que je contacte. Donc, c'est finalement se créer un fichier d'acheteurs, que ce soit dans la finance ou dans l'art, qui soit spécifique, qu'on alimente à chaque fois. Ça permet de relancer, ça permet de ne pas oublier finalement un potentiel acquéreur. Donc voilà, je pense que les outils CRM bien faits sont d'une utilité redoutable. Quoi d'autre en termes enfin, dans la finance, il y avait la technicité, c'est-à-dire bien connaître ses produits. Quand vous vendez un fonds, si vous ne savez pas comment il est constitué, comment il est géré, comment il est couvert, évidemment, vous passez pour quelqu'un qui ne. Moi, je pense qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de son produit, ce qui, pour le compte, est totalement différent dans le domaine de l'art. Puisqu'encore une fois, là, il y a une notion totalement subjective dans l'art qui est difficilement appréhendable. Et d'ailleurs, pardon. Est-ce que la maîtrise du produit dans l'art, c'est pas la maîtrise du storytelling autour de la raison d'être de l'œuvre?
Oui et non. Moi, je sais que j'achète, parce que je suis collectionneur aussi, quand j'achète une œuvre, je peux parfois me passer du storytelling, Oui. parce que l'œuvre, vous êtes en résonance avec l'œuvre. Moi, il y a des œuvres, vous allez au milieu des nymphéas de Monet, à Marmottan ou à l'Orangerie, moi, je suis en vibration totale. Enfin, et c'est pour ça que à ce moment-là, ça a plus de prix. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous avez des Van Gogh qui se vendent à ces prix-là, ou des Rothko. Quand vous êtes face à une œuvre et que vous vibrez, je dirais que cette vibration, elle a plus de prix. Ou alors il faut aller les voir dans des musées, mais pour des gens qui ont les moyens de se l'offrir, voilà, ils sont prêts à. Alors après, il y a aussi l'effet spéculatif, puisqu'on a une financiarisation de l'art qui est quand même très importante, et notamment, je trouve, depuis 2008. C'était amusant parce que c'était vraiment le. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu la vente de Damien Hirst à Londres qu'il Oui. avait fait lui-même en chantant ses marchands, ses galeristes et compagnie. Alors peut-être organisé, hein, parce que la différence entre les marchés financiers et le marché de l'art, c'est que l'un est régulé et pas l'autre. Et donc on ne sait pas où sont les mains fortes à ce moment-là. Mais le 15 septembre 2008, il vend pour plus de 140 millions d'euros d'œuvres en direct, et c'est le jour même de la chute de Lehman Brothers. Et à partir de 2008, on a, et moi je l'avais senti parce que j'ai vendu la boîte en 2013, mais pendant les 5 ans qui ont suivi, d'abord on a eu une ultra-régulation au niveau des marchés financiers, et on a eu aussi un mouvement très très fort sur des valeurs tangibles, c'est-à-dire l'immobilier, les achats, donc le dernier Pyramidon, D'or, d'or, montres, tableaux, art. Et aujourd'hui, même chose, dans l'art, on revient à des pièces uniques. La photo a eu quand vous discutez avec des artistes de la génération 80, la peinture a été totalement abandonnée pendant 20 ans, jusqu'en 95-2000. La photo a pris le pas, l'art abstrait, et à partir de 2008, on revient finalement à des pièces uniques. Les gens veulent de plus en plus avoir des pièces uniques, donc des tableaux, des montres, et c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, si on parle de financiarisation, on a un mouvement dans l'art qui est lié au NFT par exemple, et on l'a vu sur la vente de l'œuvre NFT de Beeple qui a été faite en mars 2021 à un peu plus de 70 millions de dollars chez Christie's. La même chose, on a une fixation du prix qui n'a plus de sens. Alors, très lié, les raisons de la formation du prix, c'est que beaucoup de gens avaient fait fortune sur les cryptos, et notamment sur les bitcoins. Et donc, cet argent-là permet d'aller acheter des œuvres dématérialisées. Mais les œuvres dématérialisées, le meilleur exemple, c'est le tweet du créateur de Twitter, qui a été vendu 2,9 millions de dollars en mars 2021 et qui, sur OpenSea, est à 29 dollars aujourd'hui. Donc, on a une déperdition de richesse avec finalement un prix qui est totalement factice. Et donc, aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que chez les collectionneurs, on revient vraiment sur du tangible. D'où achat de tableaux, achat de photos souvent argentiques, parce qu'en numérique, c'est reproductible, donc c'est toujours un peu plus compliqué. On revient finalement sur du tangible, on revient sur des vraies valeurs. Un immense merci, on arrive à la fin de cet entretien. Un immense merci Tristan de cet échange. Deux questions qu'on pose traditionnellement à tous nos intervenants. La Ouais. première, c'est quelle est ta plus belle expérience de management? Alors, je pourrais prendre des expériences de management chez Carmignac ou quand j'avais ma structure. Moi, je trouve que ma plus belle anecdote de management, c'est mon management perso pour la Diag. C'est-à-dire que les 10 mois d'entraînement, La Diag, la diagonale du fou. Hein. la Diagonale des Fous, oui, pardon. Donc, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc, c'est se manager soi, finalement, c'est déjà très important parce que c'est apprendre à se connaître. C'est finalement développer son leadership. C'est aller au bout de ses limites, d'ailleurs, au risque d'en
d'en mourir, hein, mais ouais, peut-être que ma plus belle expérience de managériale, et aujourd'hui que j'utilise énormément dans le coaching, puisque j'accompagne beaucoup de gens qui ont besoin d'aller chercher et de creuser au fond d'eux, finalement d'aller trouver les ressorts et ce qui va finalement donner du sens à ce qu'on a envie de faire, trouver, et comme j'ai un éventail assez large entre finance, chef d'entreprise, art, je pense que création, ça permet de répondre d'avoir un éventail assez large. Donc voilà, ouais, plus belle année managériale, c'est se manager soi. Se manager soi-même. Et une citation qui t'inspire particulièrement? Alors j'en ai noté 3. Une pour l'art, une pour le business et une pour la vie. L'art, c'est ce qui a vraiment du sens, c'est ce qui est sur mon site internet, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que vous voyez vous rend heureux. Tout est là. Et c'est une citation de Brancusi, formidable sculpteur. Au niveau business, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain, qui m'inspire beaucoup parce que c'est marrant, quand j'ai couru la diagonale, j'ai dû me répéter 1 million de fois Never give up. Je suis pas un pro de l'anglais, mais c'était une phrase qui revenait sans cesse. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le petit mantra qui rentre. Et au niveau de la vie, c'est une citation de René Char que j'aime beaucoup, qui impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et ça revient finalement à se fixer un objectif. Moi, je sais que pour la Diag, je m'étais fixé un objectif d'arrivée. J'ai visualisé pendant 10 mois. Ça, c'est très important, je pense aussi, dans l'acte de vente, c'est visualiser ce qu'on veut. J'ai visualisé finalement l'image de l'arrivée avec mes enfants, mon frère, et la photo que j'ai dans mon bureau est exactement celle de cette mentalisation pendant 10 mois. Donc, c'est ce qui prouve que quand on se projette avec des objectifs smart, on y arrive. Tristan, un immense merci. Moi, je retiens ta phrase du début. Avant toute chose, se fixer un objectif. Avant toute chose, se fixer un objectif. Et puis, cette citation de Brancusi, si on la synthétise, la joie, tout est là. La joie, tout est là. Exactement. C'était une grande joie d'échanger avec toi aujourd'hui. Si tu as encore quelques minutes, on sera ravis de prendre quelques questions de nos auditeurs. On a réuni quelques lectures complémentaires si vous voulez aller plus loin. Alors, si vous voulez aller plus loin, par exemple, bien sûr, le podcast de Tristan, un livre de Tom Hopkins, La vente, apprenez les principes dont se servent les champions, principes de persuasion, l'idée qui tue, comment vendre une idée révolutionnaire de Nicolas Bordas. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Tristan sera ravi d'y répondre. Voilà, Maurice, est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs? On a déjà quelques questions, Roland, pour Tristan. La première. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je reste sans voix devant votre parcours hors norme, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est votre expérience de mort imminente, avec des guillemets, pour vous poser la question suivante. Quel a été votre premier objectif, smart, mesurable et réalisable, que vous vous êtes fixé après votre réveil, donc on a un peu en dehors de la vente, si toutefois vous en avez gardé le souvenir? Vivre intensément, tous les jours. C'est assez amusant, mais je le raconte dans le podcast d'ailleurs. Le bruit c'est une sirène hurlante que j'ai eue donc de 2011 à 2015. J'avais du mal à l'accepter, donc j'étais dans le combat total jusqu'à cette nuit. Et je me souviens que le lendemain, j'accepte le bruit. Donc c'est la vraie résilience, c'est ce moment-là où vous basculez. Et chaque jour est important. Et donc finalement, c'est la première idée, c'est donner du sens tous les jours. C'est quand je me couche le soir, qu'est-ce que j'ai fait pour donner du sens à ma journée. Voilà. Et ça, c'est le vivre pleinement. Et je pense que pour en avoir discuté avec d'autres gens qui ont eu le même, qui ont fait aussi ce genre d'expérience, on n'a plus la même conscience de la vie en fait. Très bien.
On a une deuxième question. Votre parcours dans la finance et dans l'art est juste original. Si on vous demandait de choisir soit l'un, soit l'autre de ces deux domaines diamétralement opposés, lequel choisiriez-vous? Les deux dans le même sens. Parce que la finance a été extrêmement formatrice et que c'est un monde passionnant. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas un monde de requins. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine de la finance. C'est un marché qui est très smart. Alors oui, il y a des erreurs, mais je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie prise de conscience à ce niveau-là et je pense que il faut que ça change. Enfin, c'est une réalité. Il faut qu'on ait vraiment conscience que par les investissements, on doit améliorer les futurs, hein, et donc échanger ça. Diamétralement opposé, oui, parce que ma vie, moi, a complètement basculé après cette nuit. Il y a eu la course entre-temps qui a été un passage et qui m'a permis de passer de l'un à l'autre. Sans la course, je crois que je ne me serais pas sauvé. Donc moi, je dis que la course m'a sauvé finalement. Et, et aujourd'hui, sincèrement, à choisir entre les deux, je suis bien mieux dans l'art, enfin dans ma création. C'est-à-dire que c'est un épanouissement total. Encore une fois, j'ai vraiment l'impression de donner du sens. Et il y a quelque chose de magique finalement à avoir des gens heureux autour de vous. D'ailleurs, à propos, pour tous nos auditeurs, j'ai une exposition qui dure jusqu'au 30 octobre à Avenue de la Grande Armée. Je ne sais pas si vous mettrez les coordonnées. Donc sur les forêts, les enjeux environnementaux. Vous êtes bien évidemment via contact@viscoc.com, vous êtes les bienvenus et vous pouvez venir en me demandant la veille par mail ou par téléphone. Je pourrais communiquer mes coordonnées. Et finalement, à l'atelier, c'est cette joie cet échange qu'on peut générer. Je vous dis, les salariés, les dirigeants de la boîte là, dans lequel j'ai exposé cette œuvre la semaine dernière, enfin, non, c'était pas la semaine dernière, c'était avant-hier. Voilà, tout ça, c'est important. Et pour moi, ça a encore plus de sens, oui, que la finance. Très bien. Je vais juste vous partager un commentaire de Guillaume Petitjean, qui est un de nos précédents intervenants, qui aime beaucoup ce que vous avez dit. Plus on a conscience du beau, plus on le sauve. C'est vrai dans tous les domaines, y compris dans le commerce. Et Roland, et on a une question suivante qui est en rapport avec l'art. On te demande comment développer et vendre une galerie d'art contemporain aujourd'hui quand on se lance plus précisément en Provence. Comment développer une galerie d'art contemporain? En Provence, aujourd'hui. En Provence. En Provence. C'est précis. Hein. C'est précis. Ah. Alors, n'étant pas galeriste, j'aurais pas la solution. Il faut représenter Tristan Viscoc à l'étranger pour avoir du succès avec l'ouverture d'une galerie. En Provence. Non, je pense que le galeriste a une vraie utilité dans l'échange. C'est d'abord faire connaître, que ce soit à Paris, en province ou en Provence, ou à l'étranger. Deux, avoir un travail finalement d'échange, parce que l'artiste reste solitaire en fait. Quand on est dans l'atelier, si vous ne faites pas partie d'un collectif, c'est très important. Et deux, et ça je pense que ça soit dans la finance, que ce soit dans l'art, que ce soit dans tous les domaines, rien ne se fait sans passion. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire à mes enfants, c'est faites quelque chose qui vous passionne, vous y arriverez de toute façon beaucoup plus facilement. Et quand on se lève le matin, on sait ce pourquoi on se lève. Et je pense qu'un galeriste, où qu'il soit dans le monde, il doit être en interconnexion avec ses artistes, aimer l'art et le partager, et finalement être un passeur par rapport au travail de l'artiste. Tristan, un immense merci pour cet entretien.
Merci Roland. La joie, Merci. tout est là. Oui. C'était un immense plaisir, une immense joie d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te souhaite un très très bel été. Je vous souhaite à tous un très bel été. On se revoit encore la semaine prochaine autour d'un thème très aligné avec celui qu'on a abordé aujourd'hui. Les leçons des grands champions pour se régénérer, devoir de vacances pour garder la joie au cœur, pour garder ses objectifs ou se refixer des objectifs pour la rentrée. Un grand merci à tous de votre attention, un grand merci à tous de votre fidélité, un grand merci à toi, Tristan, pour nous avoir Merci à accompagnés vous. pendant cette demi-heure autour du thème de la finance, de l'art, du dépassement de soi et de la joie. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.